tokenises toujours une société dans laquelle il y a un actif immobilier. En revanche, ce qui peut changer, c'est la nature du titre qui est représenté sur la blockchain. Aujourd'hui, quand tu vas acheter un land dans le métaverse, tu fais la même chose que quand tu vas acheter un appart à Paris. Cette notion de nantissement, c'est juste prendre son token, le mettre en collatéral et pouvoir emprunter. Et ça, tu peux le faire un samedi matin, tranquille, dans ton canapé, en moins de 20 secondes. Bienvenue sur Les Investisseurs 4.0, le podcast qui explore les stratégies et les méthodes pour développer son patrimoine immobilier quand on a 40 ans, un job à plein temps et une vie de famille trépidante. Après les SCPI et le crowdfunding, une étape supplémentaire dans la financiarisation du secteur IMO est en train d'être franchie avec la tokenisation de l'immobilier. On en parle beaucoup en ce moment avec le développement rapide des offres d'acteurs comme Realty qui proposent d'investir à petit budget dans de l'IMO US et même de emprunter d'autres actifs en collatérisant ses revenus locatifs. Tout ça grâce à la blockchain et la DeFi, on en parlait avec Marc Zeller dans l'épisode 113. Sur le papier, la tokenisation est une proposition qui semble effectivement irrésistible en alliant résilience et relative stabilité du marché immobilier avec souplesse d'utilisation, transparence et traçabilité de la technologie blockchain. Mais qu'en est-il réellement sur le terrain et dans quelle mesure la tokenisation peut-elle vraiment révolutionner le secteur immobilier ? C'est ce qu'on va découvrir avec Florent Freyssinet, notre invité du jour. Tu te rappelles peut-être de Florian qui est passé sur le podcast pour parler avec nous des NFT sur l'épisode 86. Mais il est aussi un grand passionné du secteur immobilier depuis longtemps et a développé une expertise dans la tokenisation justement, qu'il partage au travers d'un rapport IMO 3.0 de la pierre papier à la pierre crypto et d'une newsletter hebdomadaire dédiée qui s'appelle Tokenland. Au fil de la conversation, tu peux t'attendre à découvrir entre autres comment fonctionne la tokenisation de l'immobilier, à qui il s'adresse, quelles sont les solutions d'investissement sur ce secteur aujourd'hui, ce qu'apporte l'immobilier tokenisé par rapport à un investissement immobilier en direct et le degré de contrôle que l'on conserve sur son investissement par ce biais, qui sont les perdants du mouvement de la tokenisation de l'immobilier et quelles sont les étapes pour investir de façon pertinente sur cette nouvelle classe d'actifs. Tu devrais donc sortir de cet épisode plus armé pour faire face aux conversations entre collègues à la machine à café sur ce sujet, du moins on l'espère. Et avant de démarrer, je te rappelle que si tu apprécies ce podcast et souhaites l'aider à monter dans les classements, tu peux contribuer en t'abonnant, en laissant un commentaire 5 étoiles sur Apple Podcast ou Spotify, ou en partageant le podcast auprès de ton entourage ou sur les réseaux sociaux. Tu peux d'ailleurs me taguer sur Instagram, LinkedIn ou Twitter, je partagerai avec plaisir. Allez, on parle maintenant de tokenisation de l'immobilier avec Florian. C'est parti. Salut Florian, bienvenue chez les Investisseurs 4.0. Salut Paco. Ça me fait plaisir de te recevoir à nouveau en fait sur ce merveilleux podcast pour un sujet un peu différent et un petit peu le contexte. Cette fois parler un peu tokenisation de l'immobilier et le contexte un peu de l'entretien, c'est vrai qu'on s'était déjà parlé mais sur les NFT qui était ta spécialité à l'époque. On parlait, si j'ai bien compris, plus à Crypto Gary à l'époque et aujourd'hui on va pouvoir avoir Florian Freyssinet sur l'immobilier et la tokenisation de l'immobilier. Donc merci d'être là. Est-ce que tu peux peut-être présenter vraiment rapidement pour les gens qui peut-être t'ont pas encore découvert ou te connaissent pas encore ? Ouais, avec grand plaisir. Merci en tout cas. Alors effectivement, la dernière fois, j'étais plus là dans cette optique de découverte des NFT qu'on avait avec notre groupe de l'époque et avec le bull run qui faisait que tout marchait bien. Mais moi, à la base, je viens de l'immobilier, notamment du monde de l'entrepreneuriat et de l'innovation dans l'immobilier. Donc, j'ai accompagné pas mal de startups sur ces sujets-là. J'ai eu l'occasion d'investir et c'est un sujet qui me passionne. Alors, pendant le bull run, j'ai pris cette décision et on a été nombreux à prendre cette décision payante de passer en full time sur des sujets de crypto et NFT. Pour ça que j'ai aussi une forme d'expertise sur ces sujets-là, mais du coup, c'était des années, des mois, des années qui étaient absolument exceptionnelles parce que c'est un écosystème qui est bouillonnant et il se passait plein de choses intéressantes et il se passe aujourd'hui encore plein de choses intéressantes et c'est un monde que j'ai pas lâché du tout. En revanche, même pendant ce bull run-là, je me sentais pas à 100% épanoui sur des sujets qui étaient uniquement crypto-monnaie, DeFi, NFT. Et donc pendant cette période-là où j'étais vraiment publiquement en tout cas seulement sur les NFT et les crypto-monnaies, j'ai aussi écrit un rapport qui s'appelle IMO 3.0 de la pierre papier à la pierre crypto que j'avais sorti lui sous son vrai prénom qui est Florent Freyssinet, qui m'a en fait ouvert la porte d'un monde qui est vraiment excellent parce que pendant cette période où de bull run
moi j'ai pu beaucoup voyager et à l'étranger, les personnes que je rencontrais, évidemment, je leur parlais un peu de crypto, mais je leur parlais aussi beaucoup d'immobilier parce que c'est vraiment une passion assez profonde et tous me parlaient d'immobilier tokenisé en me disant que c'était le prochain gros sujet à arriver, enfin un des gros sujets à arriver. Et c'est quelque chose que je ressentais pas du tout en France. Arrivé en France, j'ai été vraiment surpris par ce sujet-là et j'ai voulu en savoir plus, essayer de comprendre s'il y avait vraiment une révolution en marche, si quelque chose était en train de se passer ou si c'était un peu un délire des Américains. Et évidemment, chez nous, on en parle moins parce que l'immobilier tokenisé est tellement proche à l'étranger de l'immobilier fractionné que c'en est presque fusionné. Chez nous, si on veut s'exposer au marché immobilier sans acheter un appartement, c'est possible de plein de façons. On peut faire du crowdfunding, on peut investir dans une SCPI. Et du coup, c'était un sujet qui était moins prégnant. Mais toujours est-il que je me suis intéressé à l'immobilier 3.0 qui ne traite pas que d'immobilier tokenisé. On parle aussi des transactions, on parle des DAO de gouvernance, on parle de toutes les communautés qui peuvent émerger et qui peuvent être gérées via des NFT, via des utility tokens. Et surtout, on essaye de donner des idées aux entrepreneurs de demain qui voudraient se lancer dans l'IMO 3.0. Et donc c'est un peu comme ça que je me suis créé une expertise sur l'immobilier tokenisé. Très vite, je me suis rendu compte qu'il n'y avait pas de contenu qui était créé sur le sujet. Et moi, j'avais vraiment à cœur de ne pas être ces experts qui écrivent un bouquin et puis 10 ans plus tard, on continue de les interroger alors qu'ils sont plus du tout au courant de ce qui s'est fait. Donc j'ai décidé de lancer la newsletter Tokenland qui chaque semaine essaye de donner un point de vue sur l'écosystème, plus les actus, les 2-3 actus qui m'ont paru les plus marquantes et je mets un point d'honneur à parler au moins une fois par newsletter de métaverse également parce que je pense que c'est des sujets qui parlent à la même cible. Voilà un peu ce que ça a donné. Et en fait, assez vite, j'ai pu rencontrer des moyens, des gros acteurs de l'immobilier, des fonds d'investissement, donc traditionnels ou en venture capital, qui avaient besoin d'un accompagnement sur ces sujets-là et qui m'ont sollicité. Et en même temps, il y a eu ce moment où le cours des crypto-monnaies a baissé et les gens se sont dit, OK, la blockchain et tout, j'ai découvert, c'était trop bien, j'ai envie d'en savoir plus, mais par contre, j'en ai marre de cette volatilité. Et en fait, j'ai sorti le rapport au moment de la chute, ce qui était aussi un coup de chance parce que ça a créé un intérêt assez important pour le sujet. Et donc, depuis, je continue évidemment de faire les crypto-NFT, mais j'accompagne aussi un certain nombre d'acteurs qui s'intéressent à la tokenisation immobilière. On va dire en France et en Europe principalement, genre. Ok, non, c'est intéressant. En fait, en réalité, c'est ça qui fait que je pense qu'il faut se former maintenant et comprendre les choses maintenant. C'est quand justement les cours, enfin ça s'est un peu dégonflé, on parle plus de spéculation et là on peut commencer vraiment à attaquer, pour moi en tout cas, enfin pour toi aussi je suis sûr, justement ce qui est vraiment l'intérêt des cryptos, de la DeFi, de la blockchain de manière générale et donc c'est un super moment comme tu disais vraiment opportun pour s'interroger sur comment créer de la valeur avec autre chose que juste FOMO sur un shitcoin et construire en fait avec cet environnement-là. Peut-être pour replacer un petit peu les choses pour les gens qui vraiment ne connaissent pas encore et ça nous donner un peu une base pour la discussion. Qu'est-ce que pour toi la tokenisation de l'immobilier tokenisé, qu'est-ce que c'est en fait? En fait, l'immobilier tokenisé, c'est l'action de représenter sur la blockchain un bien immobilier. Et en fait, ça veut dire deux choses. La première, c'est qu'on peut pas tokeniser directement de l'immobilier, on tokenise une société dans laquelle il y a de l'immobilier. Et tokeniser, ça veut dire prendre les parts de cette société et les représenter à travers un jeton. Et le jeton, il peut être fongible ou non fongible. C'est-à-dire que ça peut être des NFT, ou ça peut être une crypto qu'on appellerait, qui sera pas ici un utility token, mais qui sera ici un security token. Ça veut dire qu'il y a un sous-jacent réel à ce jeton. Et en fait, ça implique plein de choses. Le premier, c'est que déjà, on n'est plus du tout sur un modèle qui est volatile comme peuvent l'être les modèles de crypto-monnaie traditionnels. Parce que ici, la volatilité, elle n'est pas relative à la crypto, mais elle est relative aux biens sous-jacents. Et donc, c'est assez intéressant parce que ça permet non seulement de le représenter sur la blockchain, cet asset financier, mais aussi d'abaisser le ticket d'entrée parce que t'en fais plein de petites parts. C'est-à-dire que demain, ta maison, tu peux la diviser en tokens de $50 sur la blockchain et donc promettre un rendement de 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10% sur un token qui est représenté par de l'immobilier. Et en fait, tu deviens propriétaire, mais d'une toute petite manière, sur une petite portion d'un bien immobilier. Et donc, tu profites
d'une exposition au marché immobilier, donc potentiellement à la plus-value immobilière, à des rendements qui sont pas assurés, mais qui sont quand même plus certains que sur des investissements comme les crypto-monnaies. Et tout ça en profitant de la transparence de la blockchain, en profitant de tout ce que cette technologie a à offrir. Alors, il y a beaucoup de gens qui aiment dire oui, la blockchain c'est plus sécurisé. Alors, aujourd'hui, quand on achète de l'immobilier chez un notaire, c'est quand même assez sécurisé déjà. Mais en tout cas, quand on veut faire de multiples petites transactions, effectivement, la blockchain c'est une surcouche technologique qui se prête super bien à ça. Donc c'est vraiment finalement s'incorporer cet outil technologique qui est la blockchain à dessein d'investir dans l'immobilier de manière générale et avec comme grand intérêt finalement la liquidité, la fractionnisation, le fait de pouvoir acheter à des petits montants et puis tout ce qui est sécurité lié en fait à cette technologie quoi. C'est ça qu'on entend finalement par tokenisation. Ouais, alors en fait, ce qui est aussi intéressant, c'est que, comme je te l'ai dit, tu vois, on tokenise une société, on tokenise pas directement un bien immobilier. Et donc, si on tokenise une société, ça veut dire que on peut aussi, de manière plus traditionnelle, tokeniser des sociétés où il y a autre chose que de l'immobilier dedans. Donc, c'est vraiment moi, je me spécialise dans l'immobilier parce que je trouve que c'est le cas d'usage qui est le plus simple, qui est le plus compréhensible pour le grand public, qui est celui qui m'intéresse tout bêtement. Mais c'est quelque chose d'énorme qui est en train d'arriver. Alors, c'est assez marrant qu'on fasse cette interview aujourd'hui. Il y a 3 jours, il y a Larry Fink, qui est le patron de BlackRock. BlackRock, c'est 10 000 milliards sous gestion à peu près, qui a ouvertement dit, donc là, à l'event du New York Times, qui pensait que la tokenisation, c'était le futur des titres financiers. Donc demain, on peut tokeniser des dettes, des titres financiers, des parts d'entreprise, des bouts d'immobilier. C'est vraiment, c'est un modèle qui va toucher beaucoup de secteurs, notamment ceux qui sont très relatifs à la finance, quoi. Sur la tokenisation en fait de l'immobilier et aujourd'hui tu disais que quand tu es détenteur de tokens, tu es détenteur d'une société qui détient elle-même des actifs immobiliers. J'ai l'impression que c'est pas forcément le cas sur tous les types d'offres qu'il y a actuellement. Et alors et le truc aussi c'est que là on enregistre l'épisode, on est quoi le 5 décembre, je suis sûr que dans une semaine ce qu'on est en train de dire va déjà être stale quoi. À jour d'aujourd'hui, ce serait pas mal de faire une sorte de panorama de ce qui est offert aujourd'hui avec la tokenisation de l'immobilier parce que c'est quand même un terme qui est vachement utilisé à droite à gauche et parfois dans des dessins de marketing et qui reflètent pas, voilà, il y a peut-être plusieurs façons d'interpréter ce qu'est la tokenisation immobilier. Qu'est-ce qu'il y a aujourd'hui dans le panorama, qu'est-ce qui est offert et est-ce que c'est vraiment tous liés à des sociétés, enfin des détentions finalement de sociétés qui détiennent, ou est-ce qu'on peut faire un lien plus direct vers l'actif immobilier quand on a un token quoi? Alors, en fait, il y aura des liens moins directs avec l'actif immobilier, mais il y aura jamais des liens plus directs avec l'actif immobilier. Nulle part dans le monde, tu peux tokeniser directement de l'immobilier aujourd'hui. Donc, tu tokenises toujours une société. Donc, que ce soit en Europe de l'Est, à Hong Kong, aux États-Unis, tu tokenises toujours une société dans laquelle il y a un actif immobilier. En revanche, ce qui peut changer, c'est la nature du titre qui est représenté sur la blockchain. Et c'est là où tu commences d'avoir les vraies différences qui vont être assez intéressantes. C'est d'un côté, tu peux avoir un modèle qui est le modèle le plus connu et que tu connais sûrement plein de gens qui t'écoutent qui connaissent déjà, qui est le modèle de Realty. Realty qui tokenise des actions de société, donc sur la blockchain, et qui les vendent par pièce de $50. Cette tokenisation des actions, elle est possible seulement parce que l'entreprise est basée au Delaware, aux États-Unis, et qui a une législation qui le permet. Aujourd'hui, c'est pas le modèle qui sera préféré en France, et les modèles qu'on a en France, et même à l'étranger, aujourd'hui, il y a une boîte, moi que j'aime bien, qui s'appelle Equito App, qui est une boîte espagnole qui tokenise des biens à Barcelone et qui a plutôt vocation à aller attaquer le marché espagnol, mais c'est des Français, donc voilà, naturellement ils ont quelques clients français et eux, et donc ils sont sur un modèle d'obligation. Donc pour que tout le monde comprenne bien, une obligation, c'est un prêt fait par une entreprise auprès du grand public, on va dire, pour faire simple, et qui est rémunéré. Donc on est remboursé et on est rémunéré pour cet argent qu'on a prêté. Ça se prête super bien à l'immobilier parce que quand je fais une obligation, ça veut dire que X investit pour acheter son token immobilier en disant qu'il aura un rendement de 6%, et donc je paye ce rendement avec la prime. Enfin voilà, c'est un prêt qui est remboursé quoi. Donc il y a les obligations qui sont assez sympas, et il y a plein d'acteurs aujourd'hui, il y a un certain nombre d'acteurs en tout cas qui sont en train de se lancer en France sur ces sujets-là, sur le sujet d'obligation, qui paraît assez intéressant. Alors, il y a des obligations dites des obligations sèches et des obligations dites convertibles, donc qui permettent d'être transformées en actions. Mais toujours, après, c'est des sujets d'entreprise de comment est-ce qu'on veut être qualifié à l'avenir, et tout va changer. Mais
à la fin, la grande différence qu'il y aura avec le dernier modèle, c'est que le dernier modèle, c'est un modèle d'utility token. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un sous-jacent direct qui est lié au token. Et c'est des modèles qu'on connaît bien parce que c'est par exemple celui de WinCity qui s'était lancé et qui avait fait pas mal de bruit avec ses NFT, ou aujourd'hui la même société, donc Brick, a lancé Brick Club, et on voit émerger un certain nombre d'entreprises qui se basent sur la cession de revenus futurs. Alors dans la musique, c'est assez connu parce que ça a un nom assez commun qui s'appelle les royalties, mais la cession de revenus futurs, c'est un contrat commercial qui dit que on va permettre aux possesseurs du token de toucher tant d'argent en fonction des revenus qui seront faits par cette société. Et ce contrat de revenus futurs, en fait, il n'y a pas de sous-jacent direct parce que c'est vraiment de l'argent qui tombe tous les mois, et donc c'est pas qualifié de security token. Et donc effectivement, c'est un modèle qui peut paraître plus intéressant à première vue. En revanche, il y a un aspect de propriété qui est un peu moins prégnant. C'est-à-dire que là, on n'achète pas de l'immobilier, même si derrière, c'est un rendement qui est basé par une société foncière qui fait de l'immobilier. Là, à ce moment-là, comment dire, voilà, on a un revenu, on a un contrat commercial qui fait que ça peut être, aujourd'hui, c'est plus facile de l'utiliser selon la loi française, notamment sur des sujets de marketplace, etc. En revanche, la grande différence qu'il y a entre le security token et l'utility token, c'est que le security, en fait, c'est assez simple parce qu'on se base sur une régulation qui existe déjà et qui est déjà assez claire, qui est celle des titres financiers. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand j'ai un security token, il doit respecter exactement les mêmes règles qu'un titre traditionnel. En revanche, quand j'ai un utility token sur du RBF, donc sur de la cession de revenus futurs, à ce moment-là, c'est des modèles qui sont assez nouveaux, donc qui ont été on va dire, sortis de terre un peu par des avocats de la place de Paris. Et aujourd'hui, on n'a pas trop de vision sur le court, moyen ou long terme de comment ça va être régulé. On sait qu'il y a pas mal de discussions au niveau de l'AMF, mais aujourd'hui, on n'a pas de vision. C'est un modèle qui marche, qui n'a pas été repris, je veux dire, juridiquement. Donc, pour l'instant, il n'y a rien qui empêche de le faire et de s'engager là-dedans. Et voilà un peu la différence entre les deux aujourd'hui d'un point de vue juridique. Les deux sont possibles. C'est pas tout à fait les mêmes ambitions sur le long et moyen terme. Et il y en a un, on va dire, celui du security, où il y a un sous-jacent direct. Donc, je pense qu'il est plus simple de pouvoir dire que effectivement, quand on a ce petit token, on est propriétaire directement des biens immobiliers, tandis que sur l'utility, je pense qu'on est un peu moins sur une notion de propriété, mais que plus sur une notion de financement de l'immobilier, voilà, qui serait un peu plus éloigné de la propriété pure. Et dans le modèle du security token, alors on a ce lien direct avec l'actif immobilier ou pas du tout, pas encore. On a un lien sur la société qui détient l'immobilier. Le security token, c'est soit de l'action, soit de l'obligation, et donc on est lié directement à la société qui détient le bien immobilier. D'accord, donc là finalement la différence serait peut-être que quand on est en security token, on a détenteur d'action ou obligation d'une société qui n'a pour but que de détenir l'immobilier et tous les transactions qui gravitent autour, alors que l'utility token, on est plus sur on finance des activités qui peuvent être multiples, dont l'immobilier, c'est ça l'idée? Même si ça fait que de l'immobilier, dans tous les cas, on achète un contrat commercial. On n'achète pas une part d'immobilier. On achète un contrat commercial. Après, ce contrat commercial, il peut être backé par de l'immobilier. Et c'est ce que font les entreprises aujourd'hui. Elles le backent par l'immobilier et même elles flèchent vers quel bien back quel rendement. Donc, c'est un modèle un peu différent. Mais aujourd'hui, non, les boîtes qui font l'utility token, ils font que de l'immobilier. Enfin, pour l'instant, après, ça peut changer. Ouais, c'est le système de royalties en fait. Donc le security token, ça serait le modèle Realty Equito, si je comprends bien. Et utility, c'est plus le modèle WinCity qui, en fait, si je comprends bien aussi, en gros, quand tu possèdes une carte NFT, tu as droit à une revalorisation de l'immobilier et à la partie aussi que tu rembourses sur un capital quand tu achètes typiquement et que tu finances ce bien avec un prêt bancaire. C'est aussi une création de valeur qui te revient. C'est les deux grands événements qui sont ces fameux revenus futurs que tu peux céder grâce à cette transaction et qui te reviennent quand tu as l'utility token. C'est ça à peu près l'idée. Exactement, en fonction des entreprises, qu'elles soient on-chain ou pas, parce que c'est un modèle juridique qui peut être utilisé sans la blockchain. En fonction des entreprises, effectivement, ils mettent un peu ce qu'ils veulent dans ces royalties. Enfin, c'est un abus de langage, la royalties, mais dans ces revenus futurs. Donc ça, c'est une première moyen de faire une dichotomie entre les acteurs, qui est, selon moi, assez stratégique. En fait,
il y a pas de pour ou contre. Alors moi, j'ai une position que les lecteurs de Tokenland connaissent bien, mais en fait, le sujet, c'est plutôt qui je suis en tant qu'investisseur. C'est-à-dire que moi, je connais quand même un certain nombre de personnes, même si je suis pas fan de l'utility token, qui s'en foutent un peu qu'il y ait de l'immobilier directement. C'est-à-dire que eux, c'est pas leur sujet. Eux, ils veulent un rendement et ils s'intéressent qu'à ça. Après, voilà, c'est une réflexion que chacun doit mener sur ce qu'il veut et où il veut aller avec son argent. T'as un deuxième sujet qui va différencier les acteurs, c'est le sujet de la décentralisation et de la façon dont c'est géré avec les investisseurs. Moi, j'aime bien donner cet exemple-là. C'est que t'as un acteur de la place qui vend un peu en France, qui a la volonté de faire retranscrire l'expérience d'être un propriétaire. Et donc, il t'envoie un mail pour à peu près tout et n'importe quoi dès qu'il y a une chance. C'est-à-dire que c'est pas que pour les gros investissements. Hein, il y a vraiment, non seulement t'as investi que 50 balles dans ton token, mais en plus t'as toutes les emmerdes d'un vrai propriétaire. Super, c'est pratique. Donc tu vois, il y a aussi une gradation dans les acteurs. Donc il y en a qui t'envoient vraiment des mails pour tout. Il y en a d'autres qui t'envoient mails un peu moins régulièrement, mais qui te tiennent quand même au courant des avancées de ton actif, et d'autres qui vont se contenter de te tenir au courant seulement quand tu touches ton loyer et quand il y a une proposition de rachat. Donc il y a aussi ce sujet-là et je peux comprendre qu'il y en a qui ont envie d'être impliqués, tu vois. Tu peux aussi acheter pour 50 000 balles de tokens sur un bien. Donc et dans ce cas-là, tu as envie d'être impliqué et de savoir les dépenses qui sont faites par la société de gestion. Donc voilà, c'est un second point qui est assez qui permet de discriminer les acteurs. Et le dernier point qui me paraît majeur, c'est quand même l'immobilier qui est choisi. Aujourd'hui, je suis content parce je peux enfin illustrer ce point-là, mais pendant longtemps, les gens se sont contentés d'immobilier commercial. Et aujourd'hui, tu as un nouvel acteur qui s'appelle Block. Non, ils se sont contentés de résidentiel, et Block fait principalement du commercial par l'histoire des cofondateurs. Voilà, ils ont décidé d'aller sur ce sujet-là. C'est assez marrant parce que aux US, tu as une boîte qui s'appelle Robinland qui fait de la tokenisation de biens commerciaux, qui a levé 5 millions il y a pas très longtemps, et je me disais bon, t'as pas un qui veut faire ça en France aussi? On va pas faire que des copycats de Realty, quoi, au bout d'un moment. Et donc c'est assez intéressant parce que t'as toute une démarche dans l'utilisation des tokens qui peut être un peu différente. Tu vois, demain quand tu fais du commercial, disons que si t'es chez un coiffeur, c'est pas déconnant d'avoir une réduction si t'es propriétaire du token. Enfin, tu peux imaginer plein de trucs super drôles qui, j'espère, vont être imaginés et mis en place par Blocks. Voilà, t'as aussi ce sujet de l'immobilier. T'as de l'immobilier de rendement, t'as de l'immobilier de plus-value. Souvent, dans les rendements qui sont promis, parfois, certains osent promettre de la plus-value immobilière, mais voilà, il faut aussi bien analyser les biens immo. Parfois, c'est des biens de rendement qu'on vend comme des biens de plus-value et l'inverse. Et je pense que, et ça, c'est peut-être le seul conseil que je donne à chaque fois, c'est quand on est investisseur en immobilier tokenisé, il faut vraiment essayer de se comporter au maximum comme un investisseur en immobilier traditionnel, parce que il n'y a pas de questions différentes qui se posent. C'est juste qu'on investit d'une manière différente, mais c'est exactement les mêmes questions que si on était un investisseur particulier quand on investit dans ce type d'actifs. Ouais, mais justement, tu vois, de ce point de vue-là, j'ai du mal à encore cerner vraiment l'intérêt réel de point de vue de l'épargnant. J'ai l'impression que pour le moment, ce qui est offert dans la tokenisation de l'immobilier, c'est vraiment beaucoup plus avantageux pour les projets, les sociétés elles-mêmes, pour aller capter finalement, collecter de l'épargne et puis des fonds pour investir, tu vois, plutôt que pour l'épargnant qui, certes, il y a l'avantage de pouvoir investir à partir de 10 euros. Bon, ça, le crowdfunding aussi, il a pas mal fait, ou peut-être plus de 10, 50 euros, mais tu vois, comme on est finalement tributaire quand même derrière, et tu vois, je parle encore du point de vue, tu vois, parce que j'adore avec la DeFi, c'est que c'est vraiment au contrôle, enfin la souveraineté vraiment de la donnée, le lien direct. Là, on est quand même encore sur des sociétés écrans qui elles-mêmes te facilitent la captation de ton épargne, mais qui derrière toi te donnent pas grand-chose en termes de... Si effectivement tu peux choisir l'intérêt du projet parce que la localisation du bien, etc. Mais derrière, comme tu as une partie pas d'un bien, mais d'une société qui elle-même détient des biens, il y a quand même énormément de latence, tu vois, pour que le truc capote et que tu perds je sais pas si tu peux perdre tes fonds, mais tu vois ce que je veux dire, il n'y a pas vraiment ce contrôle. Ouais, c'est assez marrant que tu me dises ça parce que je pense que tu m'as juste rappelé que j'avais oublié un point super important dans les manières de faire la dichotomie. En fait, ce qu'il faut que tu te dises, c'est que une fois que tu es rentré dans ce monde de la de tokenisation immobilière, en fait, tu t'ouvres une porte qui est assez exceptionnelle, et c'est ça qui fait la grande différence entre
on va dire, le concurrent principal de la tokenisation qu'est le crowdfunding et la tokenisation, c'est que, en fait, t'as ouvert la porte de la blockchain. C'est-à-dire que demain, t'as plein de nouvelles notions qui vont pouvoir être accolées au projet, comme moi, il y en a une que j'aime bien, c'est la notion de composabilité. C'est-à-dire que demain, tu vas pouvoir utiliser ton token pour aller l'utiliser, tu vas pouvoir utiliser ton token dans des protocoles DeFi. Imaginons que j'achète un certain nombre de tokens d'un projet Z qui met en vente de l'immobilier de rendement, où je gagne 8% par an. Et ben, ce token-là, une fois que je l'ai, je peux aller le déposer en collatéral. Aujourd'hui, c'est plutôt sur des plateformes en interne, parce que pour des raisons légales, c'est quand même plus facile de gérer soi-même les afflux. Et puis bon, en tout cas, on n'arrive pas à avoir un pool de security token pour AAV, c'est ça que je veux dire. Mais en tout cas, aujourd'hui, et c'est là où au début de l'année, quand Realty a lancé son RMM, tout a un peu changé, parce qu'on a vu que c'était possible d'avoir de la DeFi avec de l'immobilier tokenisé. C'est-à-dire que aujourd'hui, du fond de mon lit, et en moins de 3 minutes, je peux aller poser mon token immobilier en collatéral. Donc ça veut dire en collatéral, ça veut dire en garantie. Je peux aller le poser en garantie sur la plateforme de Realty, et contre ce token qui sera loqué, j'aurai la possibilité d'emprunter la moitié de la somme. Alors aujourd'hui, c'est Realty qui fait des expérimentations et qui innove, mais on voit quand même des acteurs qui arrivent assez vite sur les mêmes sujets. C'est-à-dire que le Centrifuge aujourd'hui propose des NFT avec 2 niveaux de risque en fonction de comment tu veux t'exposer à leur marché IMO. En fait, t'as de plus en plus d'acteurs qui vont pouvoir commencer de proposer des tokens que tu vas pouvoir mettre en collatéral et donc emprunter avec, donc utiliser. Et le deuxième point, c'est aussi les sujets d'échange. Aujourd'hui, il y a un certain nombre de tokens d'immobilier tokenisé que tu peux échanger de manière décentralisée. Tu peux échanger sur des DEX, donc sur des decentralized exchange. Pour ceux qui savent pas, les DEX, c'est vraiment la base de la DeFi. C'est ce qui fait que ça marche aujourd'hui et que c'est décentralisé. Et donc en fait, j'entends bien qu'aujourd'hui il y a une plateforme qui se vend comme le Uniswap du security token. Donc tu vois, il y a déjà des boîtes qui sont sur ce sujet-là. Et aujourd'hui, alors oui, 2022, c'est l'année où on va dire où tout a commencé. J'ai l'impression vraiment qu'on est en année zéro de la tokenisation immobilière, même s'il y a plein de gens qui ont fait plein de trucs super avant, hein, et merci pour ce qu'ils ont fait. Mais cette année, c'est quand même l'année où on s'est rendu compte que la DeFi, ça pouvait marcher avec de la tokenisation IMO, qu'il y a des boîtes décentralisées qui se sont montées sur de la tokenisation IMO, parce que par nature, vu que t'as forcément une boîte qui doit gérer le bien pour servir un rendement, c'est un asset qui est centralisé, tu vois. Et qu'on puisse construire de l'emprunt décentralisé dessus, qu'on puisse construire de la marketplace décentralisée, c'est là où on s'est rendu compte que en fait on parlait pas de crowdfunding, tu vois, on était vraiment on rentre dans la DeFi, et cette composabilité là, je pense qu'en 2023 elle va nous surprendre avec plein de cas d'usage. Aujourd'hui, franchement, on est combien? On est 500 à réfléchir à la question. Et tous les jours, il y a des grands patrons qui notamment des grands patrons de banques qui avouent être super bullish sur les sujets de tokenisation, parce que on est quand même loin des crypto-monnaies, tu vois. Du coup, je pense vraiment que plus les gens vont réfléchir dessus, plus il y aura des cas d'usage qui vont émerger, et qu'on risque d'être très surpris au courant de l'année 2023. Rien qu'en France, c'est des dizaines de projets qui vont se lancer. Aux US, il y a déjà peut-être non, c'est pas peut-être. On sait qu'il y a plus de 100 boîtes qui sont incorporées, qui font de la tokenisation IMO. Alors, beaucoup de minuscules encore pour l'instant, mais en tout cas, je pense que 2023, ça va vraiment être l'année où l'immobilier va pouvoir entrer de manière importante dans la DeFi. Et j'ai une conviction qui est beaucoup plus profonde que ça, c'est que la tokenisation, c'est aussi ce qui va permettre à l'immobilier de manière globale de connaître sa claque digitale. Aujourd'hui, et moi c'est mon combat depuis 5 ans maintenant, depuis plus de 5 ans même, depuis 2017, d'essayer, et en France, parce que je suis un peu chauvin, mais en France, de faire en sorte que l'immobilier connaisse sa claque digitale. En 2017, avec l'association Real Estate, on a vraiment essayé d'apporter cette envie-là, et aujourd'hui, je suis persuadé que la tokenisation, c'est ce qui va permettre aux grands groupes de se dire non, mais ça fait peut-être pas sens d'aller vendre ces queues de programme, d'aller tout faire pour vendre ces queues de programme et de mettre des VRP dessus qui vont ouvrir des bulles de vente et qui vont essayer de le sortir à tout prix.
Et c'est peut-être quand même plus simple de le tokeniser, de le mettre en ligne et de promettre un rendement parce que en fait, je peux m'inspirer d'Amazon. Demain, je peux faire du marketing en ligne pour aller vendre un groupe d'assets ou même des assets que j'arrive pas, qui ont un bon rendement mais que personne veut acheter. Je peux surtout aller le vendre. Je peux aller le vendre en dollars si c'est un peu la crise en zone euro. Je peux aller le vendre à l'autre bout du monde. Je peux le vendre de manière massive. Donc tu vois, moi j'aime bien penser les choses at scale et bon, c'est super ce qui se passe en ce moment, etc. avec toutes ces startups qui se lancent. Et c'est aussi pour ça que j'aime bien accompagner les grands groupes IMO, c'est que demain t'as un grand groupe IMO européen qui va se lancer sur le sujet, bah tout de suite il va tokeniser 5, 10, 20, 50 millions, 100 millions. Tout de suite l'écosystème il va faire x2 et surtout il va pouvoir repenser il va pouvoir repenser ses canaux de vente. À partir du moment où tu peux aller distribuer de l'immobilier de rendement comme tu vends je sais pas un livre, tu vois, tu peux envisager des techniques marketing un peu différentes et je pense que ça peut changer le visage de l'immobilier. Dans un court instant, on s'interrogera sur les gagnants et les perdants de la tokenisation. On verra quelle est la place du métaverse et des NFT dans tout ça et quelles sont les étapes d'un bon investissement immobilier tokenisé. À tout de suite. Cet avantage-là, mais enfin, pour moi, il y a encore peut-être un déséquilibre. C'est peut-être lié au fait qu'on soit encore au début du truc. Comme tu dis, il y a aussi l'intérêt que quand tu commences, peut-être un point d'entrée pour les gens qui connaissent pas du tout la crypto et qui connaissent bien l'immobilier et qui se disent, bon, bah voilà, ils seront dans le système, comme tu dis, ils auront un token, ils pourront faire autre chose, aller dans la DeFi et puis se développer. Donc c'est vrai que ça, c'est vertueux aussi. Mais pour le moment, c'est vrai que, un peu comme tu le soulignes, il n'y a pas encore vraiment un truc qui est très développé, quoi. Ouais, mais faut aussi garder en tête une chose principale, c'est que il y a sûrement un certain nombre de personnes qui ont des tokens immobiliers aujourd'hui qui auraient peut-être pas eu les moyens de s'exposer au marché immobilier. Tu vois, aujourd'hui, ça coûte $50 de s'exposer au marché immobilier. Moi, je trouve ça pas bête de s'exposer à un marché qui a quand même prouvé sa résilience sur le très long terme. Excuse-moi, est-ce que le système il a été testé? C'est-à-dire, est-ce qu'il y a des problèmes, tu vois, liés à l'immobilier même, tu vois, des impayés par exemple, ou des travaux qui avaient pas été provisionnés, tu vois, ce genre de trucs que tu as typiquement dans l'immobilier traditionnel. Est-ce qu'il y a eu ce genre de problèmes qui sont remontés en fait aux détenteurs de tokens de ce projet-là et comment ça s'est illustré, tu vois? Est-ce qu'on a pu se rendre compte en fait de la robustesse du système à un moment donné ou c'est trop jeune pour ça encore? Non, aujourd'hui, le modèle de tokenisation, c'est un modèle d'investissement qui est basé sur l'investisseur. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tout ce qui est la gestion courante du bien, c'est fait par des boîtes de gestion locative. Tu vois, il n'y a pas de, à part sur Lofty où ouais, ils posent beaucoup de questions, ils veulent la jouer en mode DAO et tout, mais en général, on parle quand même d'un investissement plus que une gestion décentralisée. Mais tu vois, ça, si tu tires un peu le fil, demain, tu peux imaginer des trucs sympas. Hein, c'est-à-dire que imagine 5 gros propriétaires qui avaient beaucoup de Bitcoin avant, ils décident d'investir sur 5, ils sont 5, ils décident d'investir sur 4-5 plateformes d'immobilier tokenisé différents ensemble et puis chacun de leur côté et puis un jour ils se voient ensemble et ils disent bon bah attendez nous on est des bons investisseurs et tout, pourquoi on ferait pas un token indexé sur la valeur de tous nos biens. Enfin, tu vois, et là tu peux imaginer en fait, si tu fais ça, tu viens de réinventer la SCPI en version Web3. Donc, tu vois, il y a plein de modèles d'investissement qui vont émerger de cette base-là, qui est la tokenisation immobilière. La tokenisation immobilière, en fait, il faut pas être dupe, hein. C'est juste une surcouche technologique par-dessus des titres financiers. Hein. En revanche, ça te permet un certain nombre de choses que j'ai déjà évoquées, comme la composabilité, mais surtout, ça te permet aussi d'abaisser à un niveau très bas de la haute finance. Je te donne un exemple tout bête. Hier, tu voulais emprunter avec tes parts de SCPI, donc c'est possible, il faut que tu fasses un nantissement. Donc un nantissement, ça coûte plusieurs centaines d'euros. Tu vas le faire à la banque, ça prend 3 semaines. Et si tu as moins de 50 000 balles en part de SCPI, bon, tout le monde qui se marre un peu quand même. Cette notion de nantissement, pas connue de grand monde, j'imagine, dans le monde traditionnel, bah en fait, c'est juste prendre son token, le mettre en collatéral et pouvoir emprunter. Et ça, tu peux le faire. Aujourd'hui, tu peux déjà le faire sur le RMM de Realty, un samedi matin, tranquille dans ton canapé en moins de 20 secondes. Et en fait, le sujet, il est quand même là. C'est de dire aujourd'hui, c'est pas comment on révolutionne, le monde il tourne quand même. Je veux pas dire qu'il tourne bien, mais il tourne. C'est comment tu peux abaisser à un niveau de facilité extrême des choses qui sont possibles, mais de façon très difficile. Et c'est-à-dire, moi, ma conviction profonde, c'est que demain, tout le monde pourra faire de la haute finance. Non, ça, je te rejoins là-dessus. Bah, c'est la blockchain, la DeFi, tout ce qui peut être utilisé dessus.
Et c'est un accès réel, quoi. La question que je me pose aussi, d'un point de vue aussi encore un peu macro, c'est quels sont les grands perdants de la tokenisation de l'immobilier? Est-ce que les CPI, est-ce que est-ce que le crowdfunding immobilier est menacé par ce genre de truc, tu vois? Ou est-ce qu'il y a du lobby aussi peut-être pour faire en sorte de façon régulation ou juridique ou quoi que ces solutions là se développent pas aussi vite, quoi. En fait, seront perdants ceux qui veulent être perdants, parce que la tokenisation, tout le monde peut se l'approprier. Aujourd'hui, c'est pas très compliqué, tu vois. Il suffit d'avoir un petit peu d'investissement et du temps à mettre. Tout le monde peut s'approprier ce que c'est la tokenisation, comment en tirer parti. Demain, je fais du crowdfunding. Il y a rien qui m'empêche de faire exactement la même chose on-chain, et plutôt que d'attendre 3 ans avec mon argent bloqué dans le process pour toucher mes 10%, et ben, j'ai un token qui va représenter mon investissement que je pourrais aller poser en collatéral. Une SCPI, pour en avoir rencontré quelques-unes, ils sont pas dupes et ils sont pas cons et ils réfléchissent au sujet. Et moi, je pense qu'il y a un move de fou d'écosystème à faire où ils se diraient tous, bah en fait, non, nous, on va faire un marché de la SCPI on-chain et on va tous se mettre d'accord pour que la SCPI soit échangeable 24/7 on-chain, etc. Je pense qu'il y a un move d'écosystème incroyable à faire. Est-ce que j'ai envie de passer le temps à aller tous négocier avec tous les patrons de SCPI en France, à part un nom. Mais en tout cas, il y a un truc super à faire. Peut-être que la SPIM s'en chargera. Je pense que là où la concurrence va être la plus forte, c'est peut-être sur les invests digitaux. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on arrive sur une financiarisation de l'IMO où ça va être super simple d'investir dans l'immobilier tokenisé. Et moi, je me demande si ça va pas aller grappiller un peu ailleurs, tu vois, sur le 1000 euros, quoi, pas sur des invests de 50 000 euros. Je pense que moi, j'aurais 100 000 euros à mettre, et je pense que ceux qui font ça, ils vont toujours sur des produits qu'ils connaissent, mais on va aller gratter chez les CGP, on va aller gratter peut-être un peu sur la crypto, on va aller gratter, enfin, tu vois, genre moi, en fait, la plus grosse ouverture de marché que je vois, c'est tous ceux qui mettaient leur stablecoin en stacking, quoi. C'est-à-dire, quand t'as l'IMO tokenisé, ça fait pas de sens d'aller chercher 2% sur du SDT, quoi, tu vois, donc, on peut aller en chercher un peu partout, chez les SGP, beaucoup sur du stacking de stablecoin. Et évidemment, il y aura des projets qui vont essayer de tokeniser des SCPI. Alors bon, c'est pas facile d'un point de vue MS, mais qui vont essayer de tokeniser le crowdfunding, donc qui vont essayer d'aller gratter sur ces sujets-là. Donc voilà, je pense que on est sur un objet très hybride, quoi. Mmh. Toi, en tant qu'investisseur IMO, justement, parce que j'ai l'impression que pour l'investisseur IMO en mode entrepreneuriat, tu vois, c'est-à-dire retaper un appart, faire du Airbnb, tu vois, de la coloc, un peu de rendement, etc. Un peu activement, finalement, c'est pas forcément dans son intérêt vraiment. Enfin, il verrait peut-être pas un intérêt fort dans la tokenisation. J'ai plus l'impression que c'est plutôt pour des profils de, tu vois, enfin moi typiquement, j'irais investir dans des biens, tu vois, premium, super bien placé, du pur patrimonial, où je sais que la valeur va être solide, va pas chuter, et qu'en plus il y aura une potentiel de plus-value, tu vois. Mais j'irai pas forcément investir en mode tokenisation sur des biens à fort renom, parce que ça demande quand même beaucoup de responsabilités sur la stratégie, tu vas trouver la demande, rénover le bien, la gestion en tant que tel, tu vois ce que je veux dire? En fait, tu vois, avec la tokenisation, évidemment, le gars qui veut acheter un bien, le retaper et faire de la plus-value immobilière, mais il s'en fout de la tokenisation, ça l'intéresse pas. En revanche, il y a plein de gens que tu vas aller toucher. Déjà ceux qui peuvent pas emprunter pour acheter un bien et le retaper, et qui avaient envie de s'exposer au marché immobilier. T'as aussi, tu vois, moi je pense à un certain nombre de personnes qui peut-être investissaient pas trop avant parce que voilà, pour eux ils voulaient un truc sûr, et l'immobilier ça marchait pas mal, mais bon ils pouvaient pas. En fait, avec cet abaissement du ticket d'entrée, tu vas pouvoir toucher pas mal de monde, et peut-être même des gens qui n'épargnaient pas avant. Tu vois, ça peut être une nouvelle forme d'épargne. Je vois vraiment la tokenisation arriver un peu comme un ovni qui risque d'aller taper dans des portefeuilles dont on n'avait pas l'habitude de taper. Ouais, on se comprend, mais effectivement plus le mass market, le retail sécurisé, qui veut s'exposer à un truc qu'il connaît un peu, et puis à fractionner, donc pour investir sans toujours la même chose à partir de l'essence, quoi. Ouais. Ouais, tu vois, on est quand même en France, et la France, on est une grande nation immobilière. C'est-à-dire que non seulement on a innové dans ce secteur-là, tu vois, enfin vraiment, on a été des grands innovateurs, on a été des grands architectes, et derrière, on a aussi ce truc-là que j'adore dire en nation immobilière, mais tu sais que nous, on est vraiment des ovnis où chez nous, l'immobilier, c'est sacré, et être propriétaire en France, c'est autre chose enfin, il y a un imaginaire derrière qui est assez important. La pierre comme valeur sûre. Alors,
En fait, on n'est pas plus propriétaire que les autres, hein. Il y a plein de pays en Europe de l'Est où les gens sont beaucoup plus propriétaires qu'en France et tout, mais il y a quand même un imaginaire de l'immobilier qui est assez fort, comme quoi c'est un truc résilient, c'est un truc sûr, etc. Et tu vois, et je pense que il y a certains succès de l'immobilier à partir de 1 euro qui montrent bien qu'il y a quand même une attente pour l'investissement facile dans l'immobilier, et je pense que ouais, il y a un marché énorme à ouvrir sur ces sujets-là. Et qu'est-ce que tu vois que la place du NFT et puis et surtout en fait du métaverse là-dedans en fait? Comment tu vois son rôle arriver? Tu vois, est-ce que enfin typiquement est-ce qu'il peut y avoir est-ce que l'immobilier sur métaverse est un truc qui peut être enfin tu vois typiquement est-ce que tu peux investir sur des lands pour anticiper une plus-value aussi à la revente? Alors, faut pas tout mélanger. J'adore, c'est mon moment préféré. En fait, t'as plusieurs choses. Le truc, c'est que déjà, quand on parle d'immobilier tokenisé, on parle de jetons. Donc un jeton, il peut être fongible ou non fongible. Donc ça peut être une monnaie avec des security tokens dont on parlait, même des utilities, vu qu'on en parlait. Mais ça peut aussi être des NFT. C'est-à-dire que aujourd'hui, t'as un certain nombre d'acteurs qui proposent des NFT qui représentent une part dans une maison. Donc déjà, voilà, il faut avoir ça, c'est le premier sujet. Le second point, c'est les NFT. Tu vois, en plus, ils peuvent être utilisés de plein de façons. Tu peux les ajouter en service. Moi, je vois des trucs marrants. Tu vois, pour faire le lien, je vois des promoteurs immobiliers qui viennent me voir et qui me disent ouais, je vais livrer cette opération-là. Ça serait pas mal de faire. T'as plein d'idées hein, qui émergent, mais il y en a qui veulent faire un NFT pour fêter le lancement et à tous les premiers, tous ceux qui ont bossé dessus, les premiers propriétaires, etc. En se disant, on met des informations dedans et tout, ça va être sympa. Il y en a d'autres, et eux, c'est les plus drôles, ils disent, moi, je veux faire un double dans le métaverse. Au moins, comme ça, quand je livre mes bureaux, eh ben, j'offre à mes potentiels clients un lieu dans lequel ils peuvent échanger, enfin, voilà, eux aussi, ils ont un bureau dans le métaverse, quoi, à partir de ce moment-là. Donc, moi, je livre en tant que promoteur, je rajoute cette surcouche de service-là, en mode métaverse. Le point qui est important, c'est que tu as l'immobilier d'un côté et la blockchain avec la tokenisation, c'est une surcouche que tu mets par-dessus de l'immobilier traditionnel. Et de l'autre, tu as l'immobilier virtuel. Et en fait, la meilleure analogie que j'ai trouvée, c'est quand même de dire que l'immobilier virtuel est à l'immobilier traditionnel, ce que le e-sport est au sport. C'est-à-dire que il y a des mécaniques qui se ressemblent. Tu peux te dire qu'il y a plein de similitudes. Tu peux te dire dans les deux, il y a des sportifs de haut niveau. Mais il y en a quand même un où tu transpires et l'autre où tu transpires pas. Bah, dans l'immobilier virtuel et l'immobilier traditionnel, c'est pas, il y en a où tu peux habiter, il y en a où tu peux pas habiter quand même. Et je pense qu'il faut bien garder cette dichotomie en tête avant de passer à la suite et de se dire, oui, il est évident qu'il y a un certain nombre de ressemblances entre l'immobilier traditionnel et l'immobilier virtuel. En revanche, c'est pas du tout la même chose. L'immobilier tokenisé et le métaverse, ça n'a rien à voir. Alors peut-être dans 10 ans, on verra des points d'accointement, mais pour l'instant, il y en a pas. Et ce que j'aime bien dans le métaverse, c'est qu'effectivement, tu peux recréer un peu les mêmes mécaniques que celles qui existent dans l'immobilier traditionnel. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a déjà certains lands que tu peux louer, et donc tu vois, t'as une notion de rente. Donc très vite, ça commence à ressembler à de l'immobilier, tu vois. Si tu achètes un bien dans un quartier bien fréquenté pour pouvoir avoir une rente, c'est quand même des mécaniques qui sont très proches de celles de l'immobilier. Il y a les méthodes de valorisation des biens qui sont franchement très similaires à celles du monde réel. C'est-à-dire que aujourd'hui, quand tu vas acheter un land dans le métaverse, tu fais la même chose que quand tu vas acheter un appart à Paris. Le seul truc que tu regardes, c'est la localisation, et c'est ça qui va déterminer ton prix, le prix en net de ton land ou le prix en mètre carré de ton appartement. Et un autre point qui est assez intéressant pour faire le parallèle entre les deux, c'est que tu as beaucoup de métiers qui vont se digitaliser et qui seront à peu près les mêmes. C'est-à-dire que aujourd'hui, tu as besoin d'agents immobiliers dans le métaverse. Aujourd'hui, tu as besoin de personnes qui vont te conseiller. Cette fois, il y a Volvo qui a lancé une expé dans le métaverse qui était assez marrante. Elle était tellement compliquée qu'ils ont été obligés de recruter des hôtes et des hôtesses. Ça ressemble quand même un peu au monde réel, quoi. Donc en fait, il y a plein de sujets comme ça qui vont être communs aux deux, même si c'est pas du tout la même chose. Et je pense vraiment que il y aura des similitudes, et même pour aller plus loin sur des sujets d'analyse, on va dire de big data, je pense qu'il y a pas mal de logiciels d'immobilier traditionnel qui demandent pas grand-chose en modification pour s'adapter sur le métaverse, notamment sur la prévision des prix, ce genre de choses. Donc c'est très différent. Il y a quelques liens directs
dont j'ai essayé de te parler. Mais aujourd'hui, je pense que la tokenisation IMO, c'est une bonne excuse pour pouvoir parler à des pros de l'immobilier du Web3, parce que c'est un cas d'usage qu'ils comprennent, donc tu leur parles de leur métier, et que dans un temps d'eux, dans 3 mois, 6 mois, 1 an, ce sera beaucoup plus facile de leur faire comprendre le métaverse. Effectivement, enfin, les cas d'usage sur Metaverse, ça va sûrement être ça va prendre sûrement plus de temps que ça, en fait, vraiment à se développer. Mais ouais, enfin, en tout cas, c'est clair que tu prends un plus gros pari quand tu investis en IMO dans le Metaverse que si tu tokenises de l'IMO réel, quoi. Pour le moment, hein, c'est clair. Bah, alors, si tu tokenises de l'immobilier réel, tu fais un pari sur le marché immobilier. Si tu investis sur un land dans le sandbox, tu prends un pari sur le marché NFT crypto. Tu fais pas le même pari, en fait. C'est clair. Ouais. Non, mais ouais, il y en a un qui est plus sûr que l'autre quand même, quoi. Pour le moment, en tout cas. Ouais, bah, bien sûr. Enfin, il s'est quand même passé pas mal de rebondissements ces derniers mois pour qu'on voit bien qu'il y en a un qui, même si l'immobilier va moins bien en ce moment, on voit bien que c'est quand même sans aucune mesure avec la crypto qui peut aller à zéro, quoi. On peut retracer peut-être avec où tu conseillerais toi quoi en termes d'étapes en fait pour les investisseurs qui veulent peut-être se lancer dans la tokenisation de l'immobilier là pour le coup. Quelles sont les étapes pour toi pour faire un bon investissement là-dessus ou du moins bien se renseigner, les bons critères, la due diligence et tout. C'est quoi ton approche? Moi, je ferais ça de manière assez simple. En fait, pour moi, il y a 2 étapes. La première, c'est vraiment d'aller choisir l'acteur avec lequel tu te sens à l'aise. C'est-à-dire dans quoi est-ce que je vais investir. On en parlait au tout début, c'était l'intro. Est-ce que je vais investir dans des actions? Est-ce que je vais investir dans des obligations? Est-ce que je vais investir dans du revenu futur? Ça, c'est le plus important. Et derrière, tu peux aller choisir. Enfin, pour moi, il faut aller choisir son écosystème de manière assez simple. D'un côté, il faut que tu choisisses le produit qui te plaît le mieux. De l'autre, je pense qu'il faut quand même voir si juridiquement t'es sur des rails qui te conviennent. Il y a également, je pense, 2 points qui me paraissent majeurs. Le premier, c'est celui de la communauté, c'est-à-dire est-ce que c'est un projet qui est parti pour vivre dans le temps? Est-ce qu'ils tiennent au courant leur communauté? Moi, tu vois, j'ai aussi passé beaucoup de temps ces jours-ci, ces dernières années, sur les sujets de crypto et de NFT traditionnels, et pour moi, ça me paraît de plus en plus important. Enfin, je comprends même plus que le marketing traditionnel puisse fonctionner, parce qu'aujourd'hui, sur des projets comme cela, on est censé avancer ensemble de manière super ouverte et avec le plus d'échanges possible. Donc, t'as vraiment un premier sujet, on va dire, de communauté. Dernier sujet qui est peut-être un peu plus dur à évaluer, mais ce serait celui qui est autour de la technique. C'est-à-dire que aujourd'hui, par exemple, j'ai vu un sujet qui était vraiment assez marrant. Je crois que c'est Boston Consulting Group à Hong Kong. Ils ont fait un rapport sur les security tokens. Et pour la première fois, vraiment, parce qu'on lit tout le temps les mêmes choses, hein, les rapports, il y en a vraiment tous les 2 mois et c'est vraiment à chaque fois la même chose. Et pour la première fois, je les ai trouvés très bons parce que ils ont conclu en disant que le grand risque qu'il y avait, qu'il y avait un grand risque, et c'était un grand risque de cybersécurité, en fait, comme ailleurs, et que la tokenisation IMO, ça passait pas outre et tout. Et j'ai trouvé ça très fort de dire, putain, ils sortent enfin de dire, bon, bah, il y a plus de liquidité, c'est bien pour les petits investisseurs, vous allez pouvoir le poser en collatéral. On sortait enfin de ça, tout ce que j'ai dit là pendant 1 heure, pour dire, eh ben, en fait, les gars, quand vous investissez sur un projet, la cybersécurité, c'est super important, autant qu'ailleurs. Et donc, il y a le sujet technique, pour moi, il faut pas le négliger, même si j'entends, quand t'es un investisseur traditionnel, c'est un peu compliqué d'aller voir ce qui se passe réellement, mais moi, je pars du principe que il y a toujours des acteurs extérieurs qui vont aller, un connaisseur qui va aller évaluer pour toi et qui va pouvoir te donner une preuve de confiance, qui aura toujours des lanceurs d'alerte. Et d'ailleurs, moi, une belle boîte que j'aimerais voir émerger dans l'écosystème, ce serait une agence de notation des biens externes, quoi. C'est-à-dire dès que Realty, Equito, Brick Club et d'autres qui vont arriver, Blox et tous les autres, dès qu'il y a un bien qui sort, qu'il y a une agence extérieure qui se, bah nous, on lui met un health score de 86 sur 100. Et si vous voulez savoir pourquoi, bah, vous achetez ce NFT à $1, quoi. J'adorerais qu'il y ait une boîte comme ça qui se monte. Donc, voilà. Je crois qu'il y a des jeux, on peut aller chercher l'info ailleurs pour être un investisseur. Donc, pour moi, il faut regarder vraiment la stratégie de bien. Il faut regarder la stratégie d'entreprise. Et en fait, là-dedans, tu mets tout. Tu mets la team, tu mets la vision. Il faut regarder la communauté. Et il faut regarder la technique / la sécurité.
je pense qu'une fois que tu as fait ça, tu peux choisir la boîte avec laquelle tu as envie de partir. Et derrière, après, c'est toujours pareil. Mais moi, je crois beaucoup que les investisseurs, alors oui, il y en a des plus intelligents que les autres, mais à la fin, je crois beaucoup au bon sens. Investir à la dégoûter, ça marche jamais. Donc moi, je dis tout le temps qu'il faut investir dans des trucs dans lesquels tu crois, par exemple dans des boîtes. Je comprends pas les gens qui investissent dans des boîtes de produits qu'ils n'utilisent pas. Tu vois, ça m'est arrivé une fois. Alors, quand je rencontre des VC, alors je vais parler de VC étrangers, mais des VC étrangers qui me racontent qu'ils ont fait des invests dans des boîtes DeFi et franchement, il te faut 25 minutes pour te rendre compte qu'ils ont pas de MetaMask. Tu te dis, oulala, mon petit frérot, dans quoi tu t'es embarqué? Tu vois, et ça arrive toujours. Et ben, je pense que c'est pareil, c'est-à-dire que au bout d'un moment, tu vois, tu regardes les photos, est-ce que c'est un bien qui, moi, me ferait envie? Tu vas regarder dans le quartier. En fait, il faut être super curieux du bien et franchement, je pense que le bon sens, il peut déjà t'aider à faire plein de bons choix et aller regarder est-ce que le bien, il a l'air dégradé. En plus, il y a pas mal d'acteurs qui donnent des photos d'il y a 10 ans et des photos maintenant. Est-ce que le bien, il se dégrade vite? Est-ce que le quartier, il est bien? Franchement, tu aller chercher des maps sur internet des prix de quartier, voir si le bien moi ça c'est le gros risque et vraiment c'est peut-être le premier truc que vous devriez aller checker en tant qu'investisseur, c'est regarder à quel prix le bien a été acheté et d'aller comparer avec le prix moyen des ventes dans le quartier. Et en fait, si le bien il a été suracheté, forcément le truc part mal quoi. Donc voilà, il y a vraiment une curiosité assez basique à avoir sur voilà, c'est quoi le quartier, enfin est-ce que vous iriez, enfin je sais pas, planifier ça un peu comme des vacances? Est-ce que moi j'irais habiter là-bas? Est-ce que je prendrais ce Airbnb là? Voilà, si vous voulez investir que $50, c'est peut-être une bonne question à se poser. Est-ce que je prendrais cet endroit-là en Airbnb? Donc voilà, sur le quartier, sur les photos, il y a toujours plein d'infos à trouver assez facilement en ligne en fait. Parfois rien qu'en tapant l'adresse, tu trouves pas mal de trucs. Et ce qui est en fait finalement tout ce qui a trait à l'investissement immobilier de toute manière, même en mettant de côté la blockchain, en fait, ça c'est complètement applicable à dans la décision d'investissement sur l'immobilier tokenisé. Je crois que c'est ça qu'il faut la conclusion finalement. Ouais. D'ailleurs, ça me fait poser la question par rapport à ton parcours investisseur immobilier aussi, toi. Tu peux nous dresser un peu ça rapidement? T'as investi un peu dans l'immobilier, qu'est-ce que t'as fait? Non, alors moi j'ai pas fait de l'immobilier directement. Moi j'ai investi dans des boîtes qui travaillent dans le secteur immobilier. Ah d'accord. Je suis vraiment intéressé à l'innovation dans le secteur immobilier, plus que l'immobilier traditionnel. Sinon j'ai un parcours d'investisseur immobilier. Tu sais, les coordonnées sont toujours les plus mal chaussées, mais je me suis bien rattrapé sur l'immobilier tokenisé par contre. Ouais, d'accord. Ok. Non, c'est cool. Eh ben, écoute, on arrive sur la fin de l'épisode. Du coup, est-ce que il y a des ressources particulières que tu pourrais indiquer aux auditeurs pour se renforcer un peu nos connaissances dans tous ces domaines-là? Malheureusement, et c'est horrible ce que je vais dire, mais il y a pas beaucoup de documentation sur le sujet, et c'est aussi pour ça que je me suis empressé d'essayer de créer de la documentation exhaustive sur ce sujet-là. J'aimerais bien qu'il y ait d'autres créateurs de contenu, on va dire de valeur ajoutée, et pas que des commentateurs. Tu vois, il y a beaucoup de commentateurs de l'écosystème, mais peu de docs qui sortent aujourd'hui. Donc le rapport IMO 3.0 de la pierre papier à la pierre crypto, je pense qu'il est toujours d'actualité. J'ai la newsletter Tokenland qui est disponible sur Substack, qui sort toutes les semaines, et vous pouvez aller retrouver toutes les archives qui vous aideront pas mal. Et sinon, c'est horrible de dire ça, mais les principales sources d'infos, c'est souvent soit les parties newsletter, soit les parties blog des projets en question. Donc soit des projets de tokenisation traditionnels, soit des projets de tokenisation immobilière. Moi j'aime bien la newsletter de Tokeny, j'aime bien aller voir sur Tokenizer, sur Ledger Insight. Voilà, donc c'est des sites web. T'as STM, donc c'est securitytokenmarket.com, qui est une bonne source d'information également. Mais c'est évidemment c'est très léger, Et en francophone, bah voilà, c'est partie blog des projets Tokenland ou le rapport quoi. Ok, bah excellent. Bah merci beaucoup Florian pour ton temps. Les gens peuvent te retrouver où en priorité? Alors moi je suis maintenant très actif sur LinkedIn. N'hésitez pas à me rajouter, à venir discuter. J'essaye de faire du contenu assez régulièrement. Et c'est déjà pas mal. Effectivement, j'ai un peu calmé sur Twitter. C'est moins drôle en ce moment. Tu reviendras au prochain Bull Run.
Ouais, c'est ça, et on pourra reparler NFT. Mais tu sais qu'il se passe encore plein de choses, hein. Moi, je suis encore passionné par cet écosystème-là, et t'as vraiment, c'est aussi, les NFT aujourd'hui, c'est le moment où les mauvais disparaissent, où ceux qui sont bons, prouvent qu'ils sont capables de construire même pendant une période très mauvaise comme celle-ci. Et c'est horrible de dire ça, mais c'est pas si mal, c'est pas si mal. Moi, que tous mes bails qui étaient vraiment très dégènes, de projets un peu nuls où je voulais faire des x2 rapides qui soient allés à zéro, bah c'est pas grave parce que l'écosystème s'en porte bien et j'avais aussi misé sur des chevaux long terme. Et écoute, c'est le jeu aussi de se faire liquider, enfin de se faire liquider, que certains NFT aillent à zéro pour que d'autres puissent prouver qu'ils méritaient de l'investissement, quoi. Ouais, non, ça nous donne pas mal de sujets encore à aborder dans les prochains numéros. Ça marche. Bah, merci beaucoup Florian, et je te souhaite une bonne journée. À très bientôt. Très bientôt. Merci à toi pour l'invitation. Salut. Salut, merci. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cet épisode t'a plu. Faites-toi un investisseur un peu mieux informé. Si c'est le cas, n'hésite pas à partager ce podcast avec ton entourage et à lui mettre une évaluation 5 étoiles sur Apple Podcasts ou Podchaser. Ça permet de le faire monter dans les classements et de me donner la motivation pour t'offrir toujours le meilleur contenu. Voilà, mais merci beaucoup encore pour ton soutien et une très bonne fin de semaine à toi. Ciao!